Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le Newsmag, votre magazine d'actualité. Cette semaine, dans la rubrique politique, j'ai décidé de me rendre à Paris en l'encontre de l'une des visages de l'opposition congolaise. J'ai nommé Martin Fayoulou. Suivez-moi. Président Martin Fayoulou va dire président Oyo, après sa solution à Congo, président Oyo, il y a pour la Congolais, il y a pour le changement en bas, la lutte démocratique du Congo. Monsieur Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des figures de l'opposition en République démocratique du Congo. Vous êtes président de l'ECD qui veut dire Engagement pour la citoyenneté et le développement. C'est pour moi un immense plaisir de vous recevoir. Alors, la première question, c'est suite aux événements qui vous est arrivés récemment, la question que tout le monde aimerait savoir, c'est comment va monsieur Martin Fayoulou aujourd'hui? Monsieur Martin Fayoulou va bien, grâce à Dieu. Et j'ai été protégé par le Saint-Esprit, et je le répète. Et pour ceux qui ne croient pas, je suis chrétien et je le crois et je crois à la puissance du Saint-Esprit. Les gens ont voulu m'ôter la vie, mais ils n'ont pas pu parce que je me promène toujours avec cet esprit-là. Et je remercie le Seigneur une fois de plus. D'ailleurs, vous déclarez lors d'une de vos interviews que le but de vos assaillants n'était pas de vous tuer, mais plutôt de vous rendre invalide. Pouvez-vous affirmer aujourd'hui que c'est une réelle menace pour le gouvernement Kabila? Mais pourquoi ils veulent m'ôter la vie si je ne suis pas une menace pour eux? Donc je crois que M. Kabila et ses amis pensent que je suis un de ceux qui dit à la population qu'il faut que M. Kabila parte, il faut qu'on respecte la Constitution et cette constance-là fait problème à M. Kabila et à ses amis. Et à propos, alors que tout le monde est un peu au front en RDC, que faites-vous en Europe? Ce que je fais en Europe, je suis venu pour les soins médicaux. J'ai été pris en charge à Kinshasa et d'ailleurs, en passant, je félicite le CMK, le centre médical de Kinshasa, et ses médecins et son personnel, parce que la prise en charge était correcte, mais vous savez, les Congolaises et les Congolais m'ont demandé, en tout cas beaucoup de militants, beaucoup de compatriotes m'ont demandé de sortir du pays, de venir en Europe pour voir, faire d'autres examens, pour vérifier si il n'y a pas de séquelles, s'il n'y a pas de problème. J'ai été touché de la tête et c'est très sensible, une des parties les plus sensibles du corps. Donc c'est pour cela que je suis ici. Donc je suis en soins médicaux, j'ai fait les examens. La semaine prochaine, je vais rentrer à Kinshasa pour continuer les combats avec les miens. Et en parlant de combat avec le vôtre, beaucoup de vos sympathisants ont été touchés par ce combat. Certains ont perdu la vie. Oui, il y a des sympathisants, il y a des membres du parti qui ont perdu la vie, qui ont été tués. On est venu saccager chez nous, on a tué des militants. Donc il n'y a pas que des sympathisants, il y a des compatriotes. Et vous venez de suivre les rapports de l'ONU, en tout cas de la MONUSCO, sur les exactions du 18, du 19 et 20 septembre dernier. Et ça doit continuer. Et je crois que les rapports, on doit affiner ces rapports et vous verrez qu'il y a des centaines de morts lors de ces événements. Et quel est le sort réservé à toutes ces personnes qui ont tiré sur la foule gratuitement? Ah mais la loi doit sévir. Et c'est pour cela que nous avons demandé à Mme Bensouda de s'intéresser à cette situation. On ne peut pas, le 19 janvier, donc la semaine du 19 au 25 janvier 2015, il y a eu des morts. Nous savons qu'il y a un charnier à Maluku et c'est passé comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc il faut maintenant ouvrir une enquête et aller plus loin. Donc mettre aussi dans l'enquête qu'on va initier le massacre du 19 au 25 janvier 2016, et y compris les charniers de Maluku. Monsieur Vital Kamerhe nous avait promis d'arriver à des accords dans la paix, entre guillemets. Il est parvenu finalement à avoir un accord entre une partie de l'opposition et la majorité présidentielle. Et il y a un gouvernement qui se formera d'ici le 7 novembre. Quelle est la position du rassemblement vis-à-vis de ce gouvernement? Écoutez, d'abord, pour nous, ce n'est pas un accord. Nous, du Rassemblement, nous avons organisé notre conclave, nous avons pris nos positions. On n'a pas appelé ça accord.
On ne peut pas avoir accord quand on est seul. Les gens qui se sont réunis à la Cité de l'Union africaine, ce sont les amis de Kabila. C'est les groupes de Kabila. Donc, quel accord? Ils ont certainement affûté leur position et ils ont les positions. Ces gouvernements, on ne les connaît pas. Le président Tshisekedi avait dit le 4 octobre, lors de la clôture du conclave, il avait demandé aux Congolais de ne pas se laisser impressionner par ce qui se passait à la cité de l'OUA. C'est un pseudo-dialogue, ce fut un monologue. Donc, ces gouvernements, nous ne le connaissons pas et nous ne le reconnaîtrons pas. Nous l'avons dit, nous, lors de la clôture de notre conclave, que toutes les institutions arrivées fin mandat doivent cesser de fonctionner, y compris M. Kabila, le 19 décembre 2016. Donc, quel gouvernement? Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Puisque chacun va camper sur ses positions. Donc, il y aura d'une partie des gens qui vont affirmer avoir trouvé un accord, et puis il y aura vous qui allez faire des rebelles. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, nous l'avons dit encore à la clôture de notre conclave. C'est pour cela, nous disons, il faut un dialogue sincère, un dialogue inclusif. Ils ont affûté leurs armes, ils ont leurs positions. Nous avons donné nos positions au sortir de notre conclave. Très clair. Donc maintenant, il faut approcher les deux parties pour un dialogue. Et ces dialogues, nous demandons à la communauté internationale, notamment aux Nations Unies et à l'Union africaine, de nous trouver un médiateur, un facilitateur capable de nous conduire ces dialogues. Et donc, si jamais il n'y a pas de dialogue, selon vous, qui est sincère, etc., donc on va aller vers le chaos. S'il n'y a pas de dialogue, c'est le peuple souverain. L'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté appartient au peuple. Et cette souveraineté, si vous continuez dans la Constitution, nous sommes dans la Constitution, c'est constitutionnel. L'article 64, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu, au groupe d'individus qui veut se maintenir au pouvoir par la force ou qui veut exercer les pouvoirs en violation de la Constitution. Donc, comme nos amis, frères et sœurs burkinabés ont fait 29, 30, 31 octobre 2014, ce qu'ils ont fait, ils ont chassé M. Compaoré parce qu'il voulait se maintenir au pouvoir par la force. Si M. Kabila, au-delà du 19 décembre, veut se maintenir au pouvoir par la force, que feront les Congolais? Quel est le devoir des Congolais? Le devoir est dicté par la Constitution, c'est de les faire partir. Et vous, en tant que président de l'ECID, quels sont vos projets pour le Congo? Écoutez, l'ECID a un programme, ce que nous appelons la trilogie ECIDéenne. C'est quoi? Un état de droit, d'abord. Deuxièmement, il faut la création des richesses et le partage de ces richesses. Et troisièmement, il faut le développement humain. Très simplement. Qu'est-ce que nous attendons par l'état de droit? C'est un état où les lois sont les mêmes pour tous les citoyens. Il y a une justice. Et puis, la corruption est punie. Parce qu'il faut arrêter avec la corruption. Avec la corruption, on perd beaucoup de l'argent. Il y a un ministre de la justice congolais qui disait que chaque année, il y a plus de 15 milliards de dollars qui sortent de les caisses ou qui ne prennent pas, la direction du trésor public. 15 milliards. Vous voyez ce que ça veut dire? On a parlé des Panama Papers. Qui a mis de l'argent à Panama? Où se trouve l'argent du Congo? Congo, pays potentiellement riche. Un budget de combien? 6 milliards de dollars. Quel est le produit intérieur brut du Congo? Une trentaine de milliards de dollars. Exactement le même produit intérieur brut que la Côte d'Ivoire, un pays qui a moins de 20 millions d'habitants. L'Angola, qui a à peu près 25 millions d'habitants, a un budget 10 fois supérieur au budget du Congo. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc, il faut arrêter l'hémorragie. Et c'est ça, l'état de droit. L'état de droit où demain? Et la Constitution, tout le monde respecte la Constitution. On ne trouvera pas de monsieur comme Kabila qui vient, qui patauge, qui tâtonne et qui ne sait pas ce qu'il faut et il veut violer la Constitution, lui et ses amis. Non,
c'est fini. Il faut que tout le monde respecte les règles, les lois de la République. C'est la loi et l'ordre. Il n'y a pas de désordre. Si nous étions dans un pays, dans un état de droit, aujourd'hui, on aurait pu avoir confiance à la Cour constitutionnelle. Si la situation qui arrive chez nous arrivait aux États-Unis, il n'y a pas de problème. La Cour suprême est là et tout le monde, la Cour suprême a autorité et tout le monde a confiance. Donc, l'état de droit, c'est clé pour que demain, les investisseurs puissent venir et se dire non, si j'ai mis mon argent et si j'ai un problème avec les partenaires ou avec l'État, il y aura la justice et cette justice est correcte, je n'ai pas à me plaindre. Aujourd'hui, les investisseurs ne peuvent pas aller au Congo simplement parce que si on peut pousser le juge de la Cour constitutionnelle de violer leur propre règlement intérieur, alors les juges, vous savez que les juges sont au nombre de 9. Pour qu'ils puissent se réunir correctement, en bonne et due forme, en respectant la loi et les règlements intérieurs, il faut qu'ils soient au moins 7. Dernièrement, ils étaient à 5. Ils se sont réunis et on a considéré que leur décision était valable. Non. Et donc, l'état de droit pousse à la création de richesses. Donc vous voulez plus favoriser le libéralisme en fait. C'est ça la philosophie politique de l'ECD. Nous sommes des social-libéraux. Le social-libéralisme, c'est notre idéologie politique. Oui, pour le marché libre. Oui, pour la concurrence. Oui, pour la propriété privée. Mais il faut l'intervention de l'État là où il le faut pour la redistribution des revenus, pour les projets sociaux, pour ce qu'on appelle, entre guillemets, l'État-providence. Donc, il faut allier les deux. Et c'est ça le social-libéralisme, notre doctrine politique. C'est bien noté. Et qu'est-ce que la diaspora congolaise, parce qu'il y a quand même beaucoup de Congolais vivant à l'étranger, est-ce que la diaspora congolaise peut attendre de vous? La diaspora congolaise doit attendre de nous beaucoup de choses. D'abord, qu'on prépare le terrain pour que ceux qui veulent rentrer chez eux rentrent. Pour que ceux qui veulent rester à l'extérieur et faire des va-et-vient, le fassent. La diaspora congolaise doit, d'ailleurs, je remercie beaucoup cette diaspora parce qu'elle fait beaucoup. Aujourd'hui, on ne connaît pas exactement le montant des transferts. On nous parle de plus de 5 milliards de dollars par an que les Congolais de l'étranger envoient au pays. Plus de 5 milliards, c'est-à-dire presque le budget du Congo. Et vous voyez, donc dans ce que nous faisons au Congo, et la diaspora compte beaucoup. Et il y a des chiffres qui sont là, sur le plan international, pour les Nigeria, par exemple. Je sais que l'année dernière, ou en 2014, les Nigérians, donc du Nigeria, ont envoyé plus de 20 milliards 900 millions de dollars chez eux. 180 millions d'habitants. Nous sommes 80 millions d'habitants. Si on fait la règle de 3 simples, donc on peut arriver à plus de 5 milliards. Donc la diaspora doit attendre beaucoup de nous, et comme nous attendons beaucoup de la diaspora doit simplement attendre que nous puissions mettre en place un état de droit, un état correct, qui permette aux citoyens qui sont à l'intérieur de ne pas avoir peur, de se dire, mais écoutez, là où je vais, c'est l'incertitude. Alors si ce n'est pas l'incertitude, je peux prendre les risques, comme on dit, calculated risk. Un risque calculé, je rentre chez moi, les économies que j'ai, ici, je peux les amener chez moi et construire quelque chose. Quand je dis construire, investir quelque part. Le terrain est vaste, le terrain est vierge. Un pays immensement riche, et la diaspora doit attendre de nous qu'on puisse mettre en place, baliser le terrain, on puisse mettre en place des structures pour qu'elles viennent demain investir dans son pays. Et moi, en tant que jeune, j'aimerais quand même savoir quelle est la place d'un jeune dans votre calcul. Voilà, on va faire ça, mais quelle est la place du jeune? La jeunesse a une place de choix dans notre projet de société. Si vous regardez notre projet de société, vous allez voir ce que nous disons pour la jeunesse. La jeunesse estudiantine, universitaire, la jeunesse désœuvrée aujourd'hui, tous les jeunes. Nous devons aujourd'hui
avoir une élite. Nous devons, je dis aujourd'hui, demain, préparer aujourd'hui, nous devons avoir une élite. Nous devons avoir des jeunes capables, bien formés. Et c'est pour cela, quand vous parlez de la jeunesse, vous parlez en même temps de l'éducation. Dans notre programme de l'éducation, et on n'a peut-être pas le temps ici aujourd'hui de développer les projets de société, mais je reviendrai peut-être si vous aurez le temps un autre jour pour parler du projet de société des LCD. Le jeune chez nous, la jeunesse c'est clé, comme on le dit souvent, et les gens disent que non, la jeunesse c'est l'avenir. Non, pour nous la jeunesse c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui et il faut préparer la jeunesse à prendre la relève, il faut préparer la jeunesse à être compétente, il faut préparer la jeunesse à s'assumer. Donc, c'est pour cela que nous avons une ligue des jeunes et dirigée par des jeunes gens valables et qui portent l'étendard du parti. Mais tout ça, c'est quand même bien beau. Ce sont des projets, ce sont des choses qu'on entend souvent les politiciens nous répéter. Mais qu'est-ce qui nous garantit que vous, avec SID, vous ferez la différence une fois que vous serez au pouvoir? Et très bonne question. Vous savez, je viens de la société ExxonMobil. Et d'abord Mobil, et puis ils ont fait la fusion ExxonMobil. La devise des Mobil à l'époque, c'était l'énergie qui fait la différence. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Qui fait non, nous, c'est SID, c'est les valeurs qui font la différence. Valeurs d'intégrité. Le SID, c'est un parti politique, une organisation qui a une charte des valeurs. 13 valeurs définies, en commençant par la valeur amour, première valeur des chrétiens, parce que nous sommes un parti chrétien. Vous avez valeur travail, vous avez justice, liberté, égalité, et surtout, la valeur intégrité. Et ça, c'est la différence entre nous et les autres, l'intégrité. On ne touche pas à l'argent de l'État, on ne vole pas, on ne se fait pas corrompre. Vous savez, ça fait bientôt 10 ans que nous discutons, depuis que j'étais député provincial, et je suis venu, et les gens me découvrent. On regarde. Les jeunes gens me disaient, Fayoulou, toi, il faut faire attention, on ne veut pas que tu fasses. Je suis là, je suis le même. Et les gens essayent partout, jusque même à entrer dans mes affaires, sceller mon hôtel, pour que je puisse dire demain, écoutez, je n'en peux plus, venez, corrompez-moi. Non, la discipline et les demises dans notre parti, c'est une valeur. Et je vous dis l'intégrité. C'est ça la différence. La différence, c'est que je vous dis une chose aujourd'hui, demain je vous dirai la même chose. Pas parce que, au gré des vagues, parce que ça change, et comme disent les Quinois, tantôt plus tôt. Non, c'est toujours la même chose. Oui, il faut évoluer, mais on évolue dans la constance. Merci beaucoup, M. Martin. Un petit dernier mot de la fin, peut-être? Le dernier mot de la fin, c'est que nous sommes à la diaspora, ici, et je remercie beaucoup la diaspora et pour toute la compassion. Quand j'ai eu cet accident ou cette tentative d'assassinat, je l'appelle comme ça, la diaspora m'a soutenu, vos prières et tout ça. Et j'ai dit à la diaspora et à tous les Congolais, nous tous, nous devons remercier le Seigneur. Et nous ne devons pas oublier qu'il y a un Dieu vivant qui existe. Et nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ a payé les prix. Le sang précieux de Jésus a été versé pour nous. Nous, on n'a pas le même prix à payer. C'est pour cela que je dis à tous mes détracteurs, à tous ceux qui pensent vouloir me donner la mort, ils ne pourront pas. Parce que je n'ai pas à payer ces prix-là. Ces prix a été payé par Jésus-Christ. Moi, le prix que je paye, c'est venir ici, aller dans des marches, pousser M. Kabila à payer, recevoir ce que j'ai reçu et pour leur montrer qu'ils ne pourront pas avoir gain de cause. Ils ne pourront pas m'atteindre et dire, bon ben voilà, Fayoulou n'existe pas. Non, Fayoulou va accomplir le plan de Dieu, le plan que Dieu a mis sur lui. Donc, je remercie la diaspora, je remercie les peuples congolais et je remercie le Seigneur. Merci beaucoup. C'était Martin Fayoulou le 20 octobre en direct de Paris. Merci, au revoir. Merci beaucoup.